Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau et dernier webinaire de l'année organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, la Gazette des communes, formation, c'est plus de 20 ans d'expérience et puis plus de 300 programmes de formation avec pas loin de 1000 sessions, même plus de 1000 sessions programmées chaque année. Un organisme de formation qui est agréé pour la formation des élus, qui bien évidemment répond aux normes Calliope, désormais obligatoires, et puis qui sont présentes pour les élus qui sont parmi nous ce matin sur Mon compte élu et donc éligibles à vos formations. Voilà, slide suivante, on peut le voir, nous avons un certain nombre de thématiques abordées, une couverture assez large autour du management public, des ressources humaines, des finances locales, une nouvelle rubrique sur la transition climatique, sujet d'actualité bien évidemment, sur l'action sociale, un site dédié à la formation des élus locaux qui se nomme Élus Académie, et puis bien évidemment des formations juridiques. Je vous ai mis ici les quelques formations phares de cette année, donc toujours le RGPD pour se mettre en conformité, même s'il date maintenant de plusieurs années, et cette formation est toujours au goût du jour. Tout ce qui est enjeu juridique du numérique, et puis bien évidemment ce qui va concerner la cybersécurité autour des enjeux de ce numérique, un sujet lui aussi d'actualité, et puis le management d'un service juridique dans les collectivités. Les juristes sont nombreux parmi nous aujourd'hui, donc n'hésitez pas à retrouver toutes ces formations sur notre site lagazettetescommunes.com. Donc, nous sommes réunis ce matin pour rappeler au niveau juridique ce qu'il ne fallait pas manquer en 2022 concernant les collectivités. Et donc, nous allons aborder ce sujet à travers 6 thématiques: le service public et les libertés publiques, l'urbanisme et l'aménagement, les institutions et la partie intercommunalité, la domanialité, la commande publique et enfin les ressources humaines. Donc, nous sommes pour cela en compagnie du cabinet Adaltis, qui est un cabinet spécialisé en droit public et qui est basé à la fois à Lyon, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Rennes, mais encore en Chine, à Pékin et à Shanghai. Donc, nous recevons Gilles Le Châtelier, qui est avocat associé et qui est le président d'Adaltis, et qui est entouré de ses collaborateurs, Jennifer Riffard, Simon Ray, Xavier Aimance, Jean-Marc Petit, Laurent Séry, et qui sont tous donc avocats chez Adaltis. Donc, je vais leur laisser la parole à présent. N'hésitez pas tout au long de l'intervention à leur poser vos questions qui seront relayées en fin de webinaire. Voilà, donc je leur laisse donc la parole. Bon webinaire à tous et madame, messieurs, c'est à vous. À tout à l'heure. Et je précise, excusez-moi, j'ai oublié que le support de cette intervention vous sera relayé suite à ce webinaire. À tout à l'heure, merci. Bien, bonjour à tous. C'est moi qui débute avec le thème donc service public et liberté publique. Alors bon, je dirais c'est toujours la difficulté quand on doit choisir un thème d'intervention pour retracer la décision de l'année ou le texte de l'année de faire ce choix. Mais je pense que personne ne m'en voudra de revenir sur l'ordonnance du Conseil d'État du 21 juin 2022, ville de Grenoble, qui est une affaire qui a donné lieu à une médiatisation assez importante, puisque c'était la fameuse affaire du règlement des piscines municipales de la ville de Grenoble. Et de l'autorisation que ce règlement promouvait de pouvoir, pour certaines des femmes usagers du service public de la piscine municipale, de pouvoir venir à la piscine en burkini. Alors, juste deux mots, ces sujets
laïcité, service public, collectivité territoriale sont des sujets qui, depuis maintenant une quinzaine d'années, sont un quotidien. Alors, cette saison, hein, on est le 13 décembre, reviendra comme un marronnier le sujet des crèches et de savoir dans quelles conditions on peut mettre une crèche dans la mairie ou tel bâtiment municipal. De même qu'il y a une jurisprudence relativement abondante ces dernières années sur la question de savoir dans quelles conditions on peut mettre des signes religieux sur des ouvrages publics. Alors, s'agissant de l'affaire Ville de Grenoble, on est dans une situation donc particulière puisque ce qui est en cause, c'est la question du statut des usagers d'un service public. Alors, vous vous en souvenez certainement, le tribunal administratif de Grenoble avait été saisi par le préfet de l'Isère dans le cadre de l'application, c'était la première application du référé laïcité hein, qui a été créée par la loi du 24 août 2021 et qui permet au préfet, dans une situation où un acte ou un agissement d'une collectivité territoriale porterait gravement atteinte au principe de laïcité, de saisir le juge des référés selon une procédure qui est finalement très proche en termes procédural de la procédure du référé liberté. Le tribunal administratif de Grenoble avait été saisi par le préfet de l'Isère. Il avait lui-même donc décidé de suspendre la modification du règlement intérieur et le Conseil d'État était saisi en appel, hein, exactement de la même manière qu'en référé liberté, pour se prononcer sur la légalité de cette modification. Alors, le Conseil d'État, vous avez certainement eu l'occasion de lire l'ordonnance, s'est fondé sur la finalité de la mesure, satisfaire une revendication de nature religieuse, hein, c'est le motif repris par le Conseil d'État, pour annuler la mesure en considérant que c'est ce motif, cet objectif même de la modification qui tombait sous le coup de la loi et de l'atteinte au principe de laïcité et plus globalement au principe de neutralité des services publics. Alors là où la décision est intéressante, c'est qu'elle s'adresse à des usagers du service public. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire un parallèle complet avec, je dirais, la précédente jurisprudence du Conseil d'État sur le burkini, qui était l'ordonnance du 22 août 2016, qui, elle, se prononçait dans un cadre juridique complètement différent, puisqu'il s'agissait d'une mesure de police sur la réglementation de la présence des personnes sur des plages. Et donc, on était en présence d'une application classique des règles de la police administrative. Et le Conseil d'État avait là censuré, s'agissant de l'interdiction du burkini qui avait été mise en place dans certaines communes du sud de la France. Le Conseil d'État avait censuré une atteinte aux libertés publiques excessive au nom du principe de proportionnalité au regard du risque à l'ordre public que le Conseil d'État avait considéré comme étant mineur. Alors, cadre juridique différent, situation des usagers. Alors, pourquoi j'ai choisi de commenter cette décision? Pour partager avec vous ce qui constitue tout de même une jurisprudence qui n'est pas facile d'application pour les collectivités territoriales et qui passez-moi l'expression, est potentiellement un nid à contentieux dans des contextes, en plus, on le sait, qui sont politiquement parfois extrêmement sensibles et posant des questions avec parfois une partie des habitants des communes ou des intercommunalités concernées qui peuvent être là aussi sensibles. Les principes sont les suivants. Le premier principe qui est très clair et qui a été notamment rappelé à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision du 19 novembre 2004 sur le projet de constitution européenne, on ne peut pas se prévaloir de ses convictions religieuses pour s'affranchir des règles communes d'organisation des services publics. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en invoquant ses propres opinions religieuses, demander ou obtenir de droit une modification des règles d'accès aux services publics. Mais, et c'est là où la jurisprudence devient plus subtile,
on peut prendre en compte certaines spécificités du public pour favoriser l'accès du plus grand nombre aux services publics. C'est l'arrêt du Conseil d'État du 11 décembre 2020, commune de Chalon-sur-Saône, sur, vous savez, les repas dans les cantines scolaires et la possibilité, pour le dire de cette manière-là, à des enfants qui seraient de confession musulmane de pouvoir avoir un repas répondant aux prescriptions de leur religion dans un cadre de la restauration scolaire, avec bien évidemment une appréciation qui est liée à l'importance du service public et à l'intérêt qu'il y a justement à favoriser l'accès du plus grand nombre. Donc, la jurisprudence, tout en disant « vous n'avez pas le droit de vous prévaloir de vos convictions religieuses pour demander une adaptation des règles du service public », admet des aménagements, mais ces aménagements ne doivent pas nuire au bon fonctionnement du service, notamment ce que dit le Conseil d'État dans l'ordonnance du 21 juin 2022, par leur caractère fortement dérogatoire et sans réelle justification. Dans cette situation-là, le risque est de porter atteinte au principe d'égalité devant le service public et de mettre en cause l'obligation de neutralité du service. Je dirais, quand on prend l'ensemble de tous ces principes, quand on les prend en considération, l'équilibre est difficile à trouver pour les collectivités et nul doute que dans les mois ou les années qui viennent, s'agissant de l'accès des usagers au service public, le juge sera amené à trancher là aussi de nouvelles questions à ce titre. Bien, je prends la relève en matière d'urbanisme, d'aménagement et d'environnement. On aurait pu s'attendre à une année 2022 extrêmement chargée, puisqu'on avait eu la fameuse loi climat et résilience adoptée en août 2021 et on s'attendait sans doute à avoir en 2022 un dispositif complètement achevé. Ça n'a pas été le cas. Pendant l'année, nous avons eu la parution de textes d'application, mais finalement d'intérêt assez secondaire. Il nous manque aujourd'hui l'essentiel, c'est-à-dire les modalités de calcul et de détermination de la trajectoire ZAN en 2031. On attend encore en 2023 des textes réglementaires pour nous permettre d'y voir plus clair sur cette trajectoire. Donc nous avons eu un décret qui n'est pas encore opérationnel puisqu'il manque un arrêté ministériel notamment sur des seuils de surface. Et puis nous avons eu un autre décret d'application pour l'interdiction très spécifique d'implantation de nouveaux commerces qui emportent artificialisation de terrain. Bon, ce décret, lui, est entré en vigueur, il est important, mais finalement, il se situe dans la continuité de la loi sans beaucoup de novations. En revanche, j'ai trouvé que 2022 était une année importante sur plusieurs autres sujets. Un sujet très important, c'est l'introduction dans notre droit de la fameuse clause filet en matière d'études d'impact. Alors, c'est une naissance forcée de cette disposition, clause filet. C'est une disposition qui était considérée depuis une dizaine d'années comme étant indispensable au respect du droit européen en matière d'évaluation environnementale. Le Conseil d'État a sommé le gouvernement de prendre un décret pour introduire cette clause filet, et c'est fait. Elle a été introduite donc par le décret du 25 mars 2022, donc qui permet aux autorités publiques d'interroger l'autorité environnementale sur certains projets qui n'atteignent pas les seuils réglementaires qui sont définis par le Code de l'environnement, et donc d'imposer aux maîtres de l'ouvrage, en matière d'urbanisme, les promoteurs ou les lotisseurs, de leur imposer de saisir l'autorité environnementale pour que ce soit l'autorité environnementale qui décide de la soumission ou pas à une étude d'impact. Donc c'est extrêmement important puisque peuvent être soumis à l'évaluation environnementale sur initiative des collectivités des projets qui n'entrent pas, qui n'atteignent pas les seuils qui sont prévus par le Code de l'environnement. Donc qui peut avoir cette initiative? En matière d'urbanisme, ce sont les maires et leurs services instructeurs
qui peuvent donc, dans les 15 jours de la réception d'une demande de permis de construire, s'ils estiment que le projet est susceptible d'entraîner des impacts significatifs pour l'environnement ou la santé, imposer au promoteur de saisir l'autorité environnementale d'une demande au cas par cas. Donc c'est une décision motivée qui doit être prise dans les 15 premiers jours de la réception de la demande, et une fois que le maître d'ouvrage a saisi l'autorité environnementale, le processus se déroule. L'autorité environnementale se prononce dans les 35 jours, elle exonère ou pas d'études d'impact, et l'instruction reprend de la demande de permis lorsque on a la décision d'exonération d'études d'impact ou lorsque le demandeur est en capacité de produire son étude d'impact. Donc c'est une modification qui est importante et qui génère quelques inquiétudes. Alors elle est récemment applicable, elle est applicable depuis la fin du mois de mars 2022 et elle suscite pas mal d'inquiétudes chez les lotisseurs et les promoteurs qui craignent finalement que beaucoup de maires utilisent cette possibilité-là pour des projets somme toute mineurs, mais simplement pour avoir l'avis de l'autorité environnementale sur les impacts d'un projet. Donc, une disposition importante de l'année 2022. Autre dispositif sensiblement modifié, c'est celui des permis de construire modificatifs. Ça fait 40 ans que le statut des permis de construire modificatifs a été défini par le Conseil d'État. Les conditions pour obtenir un permis de construire modificatif sont très connues, très difficiles à appliquer en pratique, puisque, comme vous le savez, les permis de construire modificatifs ne peuvent pas être délivrés en cas d'atteinte à l'économie générale, à la conception générale du projet qui a fait l'objet du permis initial. Et depuis 40 ans, les services instructeurs, les maires, les juges, lorsqu'ils sont saisis de permis de construire modificatifs, essayent d'apprécier si telle ou telle modification, réduction, augmentation de surface de plancher, relève d'un permis de construire modificatif ou d'un nouveau permis. Alors c'est fondamental de savoir si on reste dans le champ du permis de construire modificatif ou dans le champ d'un nouveau permis. Si on est nouveau permis, le projet dans son ensemble peut faire l'objet de nouveaux recours. On applique également à ce nouveau permis l'ensemble des textes qui régissent le projet à la date à laquelle il est délivré. Ce sont par exemple les taxes que l'on applique à l'ensemble des surfaces de plancher ou les règles d'urbanisme qu'on applique, y compris si le projet conserve des éléments du permis existant. Alors qu'en matière de modificatif, c'est l'inverse. Le permis initial crée des droits acquis, ils ne sont pas remis en cause, et le modificatif est instruit uniquement par rapport aux modifications, par rapport aux taxes nouvelles qui sont afférentes à des nouvelles surfaces, et le délai de recours n'est ouvert que contre les modifications. Et là, pendant l'année 2022, changement radical d'optique par le Conseil d'État, finalement, un permis de construire modificatif peut porter atteinte à la conception générale du projet d'origine, à condition qu'il n'en remette pas en cause la nature même. Alors bien sûr, on s'interrogera sur la nature même, mais en tout cas, c'est une extension très notable du champ des permis de construire modificatifs. La nature même, ça sera par exemple la transformation d'un projet d'immeuble collectif en maison individuelle, la diminution très importante de bâtiments qui seraient opérés par le permis de construire modificatif. Donc évidemment, on aura des doutes ici et là, mais c'est une extension très importante du champ du permis de construire modificatif. Autre réforme ô combien importante, la Gazette des communes s'est fait l'écho de toutes les incertitudes ou les craintes que suscitait cette réforme, c'est la poursuite de la réforme de la taxe d'aménagement, donc qui a été opérée par cette ordonnance du 14 juin 2022 et ce décret du 1er août. Alors, il y a beaucoup d'aspects dans cette réforme, c'est certain, sur le transfert entre services de l'État, de la gestion de la taxe, mais l'essentiel n'est pas tellement là. L'essentiel, il est dans cette modification très importante du régime de la taxe d'aménagement, puisqu'auparavant, la taxe était appelée 18 et 24 mois après la délivrance d'un permis de construire, donc on avait un paiement échelonné dans le temps à compter de la délivrance des permis, ce qui ne va plus être le cas pour les 3/4 de la part communale et intercommunale de l'ATA, dans la mesure où l'exigibilité de cette taxe
est reporté après l'achèvement des constructions. Donc évidemment, c'est une modification très importante. Cette disposition est applicable aux permis de construire qui sont demandés depuis le 1er septembre 2022. Et il faut bien reconnaître que pour ces permis-là, comme ils vont être réalisés sans doute après l'échéance des délais de recours et une délivrance en 2023, eh bien pour ces permis-là, on va avoir pour une part importante de l'ATA qui va aux communes, une diminution, un creux, sans doute en 2023, en fin 2023 ou en 2024, parce que l'achèvement de ces constructions ne sera pas constaté. Et donc, les TA qui normalement auraient été exigibles sous l'empire des textes actuels, les TA ne le seront pas avant l'achèvement. Donc, c'est une modification là aussi importante, avec d'autres, et notamment le reversement de l'ATA des communes aux EPCI qui peuvent réaliser des équipements utiles aux constructions. Donc, c'est une réforme qui va faire sentir ses effets dans les prochaines années. Ce n'est pas immédiat, mais ce sont des modifications qui sont extrêmement importantes également. Autre innovation, c'est la loi 3DS, donc la loi de février 2022, qui a modifié le régime de protection des arbres d'alignement. Alors Gilles parlait tout à l'heure de nid à contentieux. Eh bien là, nous sommes dans un nid à contentieux. Les arbres font l'objet de débats passionnés, ici ou là, en abattre sur des quais, sur des places, génèrent des oppositions assez radicales, et avait été institué un régime de protection avant la loi 3DS qui était très insatisfaisant. D'une part, des dérogations à l'abattage d'arbres étaient prévues, mais dans des conditions qui étaient indéfinissables et qui faisaient l'objet de décisions par une autorité indéfinissable également, puisqu'il était question d'exonération décidée par l'autorité compétente, sauf qu'on ne savait pas qui était cette autorité, et que ici ou là, l'incertitude a amené du contentieux et des suspensions de travaux en référé. L'avantage de la 3DS, c'est qu'elle a réécrit totalement le dispositif en prévoyant des dérogations beaucoup plus claires et en prévoyant que désormais, alors on peut le regretter, mais c'est comme ça, que désormais c'est le préfet du département qui délivre les autorisations de coupe et d'abattage d'arbres d'alignement. Alors c'est un dispositif qui est beaucoup plus clair, qui est aujourd'hui encore imparfait, puisque là aussi, il nous manque un décret d'application qui est important, puisque ce décret d'application régit les procédures qui vont être applicables. Nous allons avoir 3 procédures. Une procédure d'information lorsque les abattages sont nécessités par un état de péril, qui donneront lieu à une information du préfet. Des abattages qui vont être motivés par l'état des arbres, leur état phytosanitaire notamment, qui vont donner lieu à une déclaration auprès du préfet, qui sans doute s'instruira dans un délai court, d'1 mois, et un régime d'autorisation qui sera applicable aux autres coupes et abattages qui sont motivés par des travaux d'aménagement et de construction. Sur l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, il y a une petite ambiguïté dans la loi, comme souvent. Les modalités d'entrée en vigueur ne font pas toujours l'objet d'un soin particulier de la part de nos parlementaires. Et donc, on a une entrée en vigueur de ce nouveau dispositif prévu par la loi elle-même au 1er avril 2022, mais ce décret d'application qui doit paraître prochainement a pour fonction de préciser les modalités d'application, comme je l'ai dit, et surtout fixer les sanctions, puisqu'aujourd'hui, sur la base du régime actuel, il n'y a pas de sanctions aux infractions qui peuvent être commises. Autre modification, et c'est de la dernière minute, c'est un arrêt récent donc, qui a été pris par le Conseil d'État dans un domaine qui est un domaine à enjeu, qui est évidemment l'instruction des demandes de permis de construire et sur la gestion des délais. Alors, nous avions eu, nous, l'occasion d'informer nos clients des risques liés aux demandes de pièces irrégulières. C'est-à-dire, en pratique, les demandes de pièces pendant l'instruction des demandes de permis
qui portent sur des pièces qui ne sont pas exigées par le Code de l'urbanisme. Et ça fait 2 ans, depuis le décret du 21 mai 2019, qui a été le décret d'application de la loi Elan, que nous disons à nos clients, attention, les demandes de pièces irrégulières, normalement, n'interrompent pas le délai d'instruction. Et si jamais on demande des pièces de cette nature-là, eh bien, on fait quand même courir le délai d'instruction de droit commun. Et le risque, eh bien, c'est d'avoir une autorisation tacite à la fin du délai de droit commun, quand bien même une demande de pièces complémentaires a été formulée. Eh bien, le Conseil d'État vient finalement assez logiquement considérer que des demandes de pièces, injustifiées ne prorogent pas le délai d'instruction et que même si le lotisseur ou le promoteur, le demandeur donne les pièces, fournit les pièces pendant l'instruction, cela ne change rien sur le délai d'instruction. Donc, on fait abstraction de la demande de pièces, une abstraction totale de la demande de pièces, et naît effectivement une décision tacite à la fin du délai normal de l'instruction. Ce qui veut dire que cette solution, qui est parfaitement logique dans l'esprit de la réforme de 2005, cette disposition est un véritable nid à contentieux pour les collectivités, et il faut vraiment être très attentif au contenu des demandes de pièces complémentaires pour maîtriser totalement le délai d'instruction. Voilà sur le plan de l'urbanisme et de l'environnement les principales modifications 2022. Merci Jean-Marc. Je prends la suite sur le volet quelle l'actualité en 2022 qu'il ne fallait pas manquer en matière de droit institutionnel des collectivités territoriales et droit de l'intercommunalité. Là-dessus, tout d'abord une actualité textuelle avant d'envisager des actualités jurisprudentielles. Sur les textes adoptés, bien sûr, un élément qu'il ne fallait pas manquer, c'est la loi 3DS, que je n'aborderai pas aujourd'hui de manière précise, puisque les sujets sont tellement vastes et là-dessus, on vous renvoie au webinaire dédié qu'on avait réalisé le 10 mai dernier en la matière pour regarder ces différents volets. Toutefois, il nous apparaissait intéressant, eu égard à l'actualité, de dire 2 mots sur les textes applicables aux référents déontologues qui ont été mis en place par la loi 3DS pour les élus locaux, qui est un petit peu le pendant pour les élus locaux du référent déontologue pour les agents territoriaux. C'est une disposition qui a été introduite par la loi 3DS et on a eu un décret d'application assez récent avec un arrêté également du 6 décembre 2022 qui viennent préciser un petit peu les modalités de désignation de ce référent déontologue, puisque la loi 3DS permet désormais à chaque élu de pouvoir bénéficier d'un référent déontologue qui est amené à lui apporter les conseils nécessaires en matière de respect des principes déontologiques prévus par la charte prévue à cette fin, mais principalement lorsqu'il a une question en matière de conflit d'intérêts, de prise illégale d'intérêts, de voir la démarche à suivre dans ce cadre-là. Et donc, le décret du 6 décembre 2022 et l'arrêté de la même date viennent apporter les précisions concernant les modalités de désignation de ce référent déontologue. Rapidement, puisqu'on pourrait consacrer un webinaire dédié à cette question, mais de manière très rapide, les éléments à retenir de ce volet-là, c'est les modalités de désignation de ce référent déontologue devra intervenir dans le cadre d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité concernée, qui fixe la durée de l'exercice des fonctions, les modalités de saisine, l'examen de celle-ci, les conditions dans lesquelles les avis sont rendus, donc avoir une délibération assez précise, assez détaillée sur comment on désigne et comment le référent déontologue peut exercer ses missions. Également, quels moyens matériels sont affectés à ce référent déontologue et quelle est sa rémunération, étant précisé que l'arrêté du 6 décembre 2022 vient plafonner les modalités de celle-ci. On peut avoir un référent déontologue commun à plusieurs collectivités en la matière. Il faudra dans ce cadre-là d'avoir des délibérations concordantes pour les désigner et le référent déontologue peut être une ou plusieurs personnes, mais également un collège de personnes qui peut exercer cette mission. Il faudra bien évidemment préciser les modalités, étant précisé qu'un élu de la collectivité ou un agent de celle-ci ne pourrait pas exercer ses fonctions, de même toute personne en situation de conflit d'intérêts. Donc rapidement ces éléments-là, mais c'est un texte important qui a marqué, à notre sens, l'année 2022 sur le volet institutionnel des collectivités.
Autre élément important sur l'année 2022, c'est la réforme du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics à compter du 1er janvier 2023, qui a été prévu par l'ordonnance du 23 mars dernier. J'en dirai 2 mots, puisque également ça serait un sujet à part entière, mais pour vous alerter là-dessus, puisqu'on a une réforme du régime spécifique du comptable public et avec la mise en place d'un régime d'engagement unifié des responsabilités financières des gestionnaires publics, comptables, ordonnateurs, directeurs comptables et financiers, en raison désormais de fautes graves ayant causé un préjudice financier significatif, engagement de responsabilité devant la Cour des comptes, élus locaux ordonnateurs, bien évidemment, toujours soumis au régime de la CDBF. Mais réforme en la matière qui fait évoluer les choses. Maintenant, venons-en aux actualités jurisprudentielles qu'il ne fallait pas manquer en 2022. Tout d'abord, sur la question des communes nouvelles, 2 précisions utiles puisque on a eu, pour certaines communes nouvelles qui ont été créées, un grand vent de panique puisque un certain nombre de communes nouvelles qui avaient été créées sans consultation préalable du comité technique avant des communes historiques, avant la décision de création de la commune nouvelle. Et on a une décision du Conseil d'État du 10 mars 2021 qui est venue nous préciser que de manière définitive, le défaut de consultation des comités techniques en application antérieurement de la loi, de l'article 33 de la loi de 84, qui maintenant a été codifié au sein du Code général de la fonction publique, constituait un vice de procédure qui ne pouvait pas être régularisé, qui n'était pas dentonisable dans notre jargon juridique, puisqu'il constituait une garantie pour le personnel communal, et donc ce vice-là entraînait l'annulation de la création de la commune nouvelle. Et l'arrêt dont je voulais vous parler, c'est la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 16 septembre 2022, qui vient nous préciser les modalités selon lesquelles on pourrait mettre en œuvre pour régulariser la situation et éviter l'annulation de l'arrêté préfectoral de création et reconstituer les communes historiques dans ce cadre-là. Et la Cour nous dit que oui, très bien, ce vice procédural reste un vice substantiel qui entache d'illégalité l'acte initial de création, mais la Cour nous dit qu'on peut régulariser et éviter l'annulation dès lors que l'on suit le process suivant. On a une consultation postérieurement à la création du comité technique de la commune nouvelle qui réunit l'ensemble des agents des communes historiques et donc peut être considéré selon la Cour comme équivalent à celui des communes historiques. Puis, le conseil municipal de la commune nouvelle décide de poursuivre le fonctionnement de celle-ci. La Cour, ici, nous rappelle que suite à la création, par principe, dans la phase de transition entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général suivant la création, le conseil municipal de la commune nouvelle regroupe l'ensemble des conseillers municipaux des communes historiques. Donc, on peut régulariser et un arrêté préfectoral qui vient confirmer la création de la commune nouvelle. Et la Cour nous dit que si l'on suit ce process, on peut sauver, ça évite d'avoir l'annulation rétroactive et donc la reconstitution des communes historiques qui ont des incidences assez importantes. Donc cet arrêt nous paraît important si vous êtes commune nouvelle et que vous avez créé celle-ci sans ce process, sans avoir consulté les comités techniques, sachez qu'on a une piste de régularisation pour éviter l'annulation. Autre arrêt qui peut être intéressant, mais là on est plus dans le volet du détail, c'est la décision du Conseil d'État du 7 juillet 2022 qui vient de nous rappeler que le nom de la commune nouvelle est une décision discrétionnaire du préfet, et ce, même si on a un accord unanime des communes historiques sur ce nom. Donc, c'est-à-dire, c'est le préfet qui décide, d'où l'important d'aller échanger avec celui-ci préalablement pour le convaincre. Autre élément d'actualité, où là on est plus sur le volet purement institutionnel, mais un arrêt important sur la question des documents communicables et qui peuvent faire l'objet d'une contrainte dans le cadre de la procédure CADA et éventuellement devant le juge administratif. Puisque le Conseil d'État, dans un arrêt du 3 juin 2022, est venu nous préciser que les échanges, les courriels, les courriers entre élus qui ont un contenu personnel ou politique ne constituent pas des documents administratifs communicables et donc ne rentrent pas dans le champ de la contrainte et de la transmission de ceci dans le cadre d'une procédure
CADA. Donc, le Conseil d'État, ici, distingue, il faut distinguer les correspondances qui sont liées au service public et dans lesquelles les élus communiquent entre eux, mais dans l'exécution du service public, qui, eux, peuvent être qualifiés d'administratifs et sont communicables. C'est, par exemple, les correspondances émises ou reçues dans le cadre des fonctions exercées au nom de la commune par le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu une délégation. Des correspondances qui sont exprimées entre élus en leur nom propre, dans le cadre de leurs relations entre eux, qui expriment des positions personnelles ou politiques et qui, selon le Conseil d'État, ne constituent pas des documents communicables et sont des documents purement personnels et qui n'ont pas à être communiqués aux citoyens qui en feraient la demande dans le cadre d'une démarche CADA. Donc, en conclusion, un arrêt intéressant qui peut constituer un élément de refus pour justifier la non-transmission des documents, puisque les correspondances entre élus qui expriment des positions personnelles ou politiques ne peuvent être considérées comme étant émises ou reçues au nom de la commune et donc ne constituent pas des documents administratifs communicables. Autre élément important jurisprudentiel, c'est sur le droit d'expression des élus, puisque le Conseil d'État, dans un arrêt du 14 avril 2022, est venu nous apporter d'utiles précisions sur qu'est-ce que l'on entend par le droit d'expression des élus dans les supports de communication générale sur la réalisation de la gestion du conseil municipal. Puisque, comme vous le savez, on a pour les communes de 1000 habitants et plus, lorsque l'on prévoit une information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, on doit réserver, sur tout type de support, j'y reviendrai, un espace pour l'expression des élus, des conseillers municipaux ou communautaires qui ne figurent pas parmi la majorité municipale. Et donc pendant longtemps, on avait tout un débat de divergence potentielle jurisprudentielle sur est-ce que, comme le texte ne vise que l'expression des élus de la minorité, qui n'appartiennent pas à la majorité municipale, est-ce que si l'on prévoit un espace réservé à la majorité municipale, est-ce que cela pose une difficulté, une problématique en la matière? Et donc le Conseil d'État vient trancher clairement la question et nous dit, même si on avait peu de doute là-dessus, mais c'est toujours mieux d'avoir une jurisprudence en ce sens du Conseil d'État qui nous le confirme, que ces dispositions n'interdisent pas qu'un espace soit réservé aux élus de la majorité. Toutefois, attention, le Conseil d'État pose deux garde-fous. Le premier, c'est que cet espace réservé aux élus de la majorité ne doit pas, eu égard à son étendue notamment, on pourra avoir d'autres éléments, faire obstacle à l'expression des élus qui n'appartiennent pas à la majorité. Également, cet espace réservé à l'expression des conseillers qui n'appartiennent pas à la majorité doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication. Ce qui était intéressant en l'espèce, c'est que le Conseil d'État a admis la possibilité de réduire de moitié la place conférée aux élus de la minorité parce qu'il a considéré que, en l'espèce, on avait bien un caractère suffisant et équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication. Donc, élément important dans la grille de lecture à mettre en œuvre dans ce cadre-là. Autre élément aussi important qui vient d'être précisé par ces deux décisions du Conseil d'État, c'est bien évidemment le droit d'expression des élus s'exerce sur tout support de diffusion d'informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, que l'on soit sur un support papier, télé, Facebook, réseaux sociaux et site internet de la commune. Dès lors qu'on n'est pas sur une information à titre général sur la vie de la commune, où on apporte des éléments à la matière, on doit prévoir dans le cadre de l'espace réservé aux élus les modalités de participation, tant des élus de la majorité que des élus de la minorité. Enfin, dernier point pour finir sur ce volet-là, un autre élément qui était important, c'est à notre sens une jurisprudence du Conseil d'État du 12 juillet 2022 qui vient confirmer là-dessus et asseoir les règles sur la contestation de l'élection du président d'un syndicat mixte ou d'un EPCI ou d'un groupement de collectivités de manière plus générale. Or, les syndicats mixtes ouverts, on mettra de côté, sur les règles applicables lorsqu'on veut contester l'élection du président d'une telle structure de coopération intercommunale. On applique les règles du contentieux
électorale. Le Conseil d'État vient de nous le confirmer, c'était déjà le cas de jurisprudence antérieure, mais qui vient de le rappeler de manière très ferme et qui applique la même grille de lecture qu'en cas de contentieux électoral si on constate une irrégularité. Est-ce que celui-ci a un impact sur la sincérité du scrutin? Attention, les délais de recours, là-dessus, je vous le rappelle, c'est un délai de 5 jours francs pour saisir le tribunal, 5 jours suivant l'élection, et donc des délais assez contraints, et ne peuvent contester ces élections que des électeurs ou des personnes éligibles, ainsi que le préfet, c'est-à-dire que la collectivité, une commune ès qualité de commune, ne serait pas compétente pour contester l'élection du président. Je passe la parole à Xavier Aimant sur le volet domanialité. Merci Simon. Alors, je poursuis donc avec les questions touchant la domanialité. Nous verrons dans un premier temps la domanialité publique pour ensuite parler un petit peu de la domanialité privée. Je vous ai sélectionné cinq décisions qui me semblent intéressantes pour cette année 2022. Donc, la première décision de jurisprudence que je vous ai sélectionnée concerne le cas des ouvrages qui sont irrégulièrement implantés sur le domaine public. Alors, vous savez qu'il y a une action domaniale et qui existe au travers des contraventions de grande voirie. Et la difficulté en la matière, c'est que ces actions domaniales s'adressent normalement aux propriétaires, à ceux qui ont construit ces ouvrages qui sont irrégulièrement implantés sur le domaine public. Mais parfois, il y a la difficulté d'identifier ces propriétaires. Qui a construit cet ouvrage qui est irrégulièrement implanté sur le domaine public? La solution qui a été adoptée par le juge administratif, qu'il a appliqué entre guillemets au juge judiciaire, passe par le concept de gardien de l'ouvrage irrégulièrement implanté. Et cet arrêt est intéressant parce qu'il va définir de façon un petit peu plus précise justement cette notion de gardien de l'ouvrage irrégulièrement implanté. Jusqu'à présent, les juges administratifs faisaient référence aux notions civilistes à travers la notion de pouvoir de direction et de contrôle. Le gardien, c'est celui qui a le pouvoir de direction et de contrôle sur l'ouvrage irrégulièrement implanté. Sauf que cette notion s'applique un peu mal quand même sur un ouvrage bâti, s'applique plutôt pas mal par rapport par exemple à une voiture qui va causer des dommages sur le domaine public, ça c'est un arrêt du Conseil d'État de 2000, mais en matière de bâti, d'ouvrage bâti, avoir la direction d'un bâti, ça n'avait pas trop de sens. Donc le Conseil d'État a adopté une nouvelle notion, il a autonomisé en quelque sorte par rapport au juge judiciaire cette notion de gardien de l'ouvrage irrégulièrement bâti, et en disant que celui qui est gardien, c'est celui qui a la maîtrise effective et qui se comporte comme s'il en était le propriétaire. À travers ça, c'est la notion de possession. Là, en l'espèce, il s'agissait d'ouvrages irrégulièrement implantés sur le domaine public, il s'agissait d'un maritime, d'un plongeoir, et ce plongeoir était utilisé quasi exclusivement par les propriétaires d'une villa qui était située au-dessus. C'est pas eux qui avaient construit ce plongeoir, il a été jugé régulier. L'injonction a été dirigée à leur compte d'avoir à démolir à leurs frais cet ouvrage dans la mesure où ils étaient gardiens. Ils étaient gardiens parce que précisément ils en avaient la jouissance et ils l'utilisaient de façon quasiment exclusive parce qu'ils avaient mis en place des panneaux pour interdire l'accès à cet ouvrage. Deuxième décision que je vous ai sélectionné sur la diapositive suivante, voilà, non, en arrière. Cela concerne un occupant un peu particulier du domaine public. C'est la personne qui est bénéficiaire d'une servitude de droit privé qui lui a permis d'implanter un ouvrage sur une parcelle. Et cette parcelle est transférée dans le domaine public d'une collectivité ou d'une personne publique. Et là, l'arrêt du Conseil d'État est extrêmement intéressant dans la mesure où il va
qualifier justement la situation de cette personne qui est titulaire d'une servitude de droit privé et dont la parcelle bascule dans le domaine public d'une collectivité. Le Conseil d'État va considérer qu'il a en fait la qualité de titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public à raison de ces ouvrages, pour lesquels d'ailleurs il ne délivre, il ne donne aucune, il ne paie aucune redevance. Alors même qu'il ne paie pas redevance, le titulaire de cette servitude de droit privé est considéré comme en définitive un occupant du domaine public, et sa servitude constitue en fait un titre, une autorisation d'occupation du domaine public. En faisant cette qualification, mécaniquement, l'effet, c'est l'application d'une décision, d'une solution bien ancrée en jurisprudence. Celui qui est titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public, doit assumer les frais de déplacement et de modification de ces installations pour permettre la réalisation de travaux publics. Là, en l'occurrence, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'un réseau de chauffage qui était donc propriétaire d'une personne privée. Il avait été titulaire d'une servitude de droit privé. Et dans le cadre de travaux de réalisation d'une ligne de tramway sous maîtrise d'ouvrage d'un département, le département maître d'ouvrage a dû déplacer ce réseau de chaleur qui était sur le domaine public. Il y a eu un transfert dans le domaine public. La facture s'est élevée à 7 millions d'euros. Le département a préfinancé le montant de ces travaux et a émis un titre de recette à l'encontre de cette société qui était donc propriétaire de ce réseau de chaleur, et il a dû payer puisque le recours contre ce titre a été rejeté par le juge administratif. Décision suivante, cela concerne les fonds de commerce. Les fonds de commerce sur le domaine public. Alors ça, vous le savez, depuis la loi Pinel de 2014 qui a été introduite dans le CG3P à travers cet article L 2124-32-1, un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous la réserve de l'existence d'une clientèle propre. Il ne faut pas que cette clientèle se cantonne uniquement aux usagers de ce domaine public. Il faut une clientèle propre. Et la question ici qui était posée, c'est de savoir si la collectivité qui conclut cette convention d'occupation du domaine public, donc sur son domaine public, peut interdire dans cette convention l'exploitation d'un fonds de commerce. C'est comme ça que la convention a été rédigée, interdiction d'exploiter un fonds de commerce. Par la suite, les co-contractants ont saisi le juge en demandant l'annulation de cette convention en faisant valoir qu'elle était contraire aux dispositions issues de la loi Pinel, alors que cette convention était bien postérieure à cette loi, donc les dispositions devaient s'appliquer. Le juge administratif, à travers cette décision, le Conseil d'État, dans cette décision du 11 mars 2022, va effectivement considérer qu'il y a une irrégularité. Il y a une irrégularité parce que cette convention exclut la possibilité d'exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, alors que cette possibilité est expressément prévue par les textes. Néanmoins, le Conseil d'État va rejeter cette demande d'annulation de la convention parce qu'il va considérer que cette irrégularité n'est pas suffisante. Ce n'est pas un vice d'une particulière gravité qui pouvait justifier l'annulation de la convention qui avait été demandée par le contractant, dans la mesure où cette clause d'exclusion a été considérée par le juge du fond, sans dénaturation, comme indivisible des autres clauses du contrat. C'est une solution un peu particulière dans la mesure où ce recours avait été engagé par les bénéficiaires de cette convention, et là, application de la jurisprudence Béziers, effectivement, pour obtenir l'annulation d'une convention qu'on a conclue avec une personne publique, il faut pouvoir démontrer un vice d'une particulière gravité qui affecterait cette convention. Et là, le Conseil d'État considère
eh bien, que cette interdiction, pourtant irrégulière, de ne pas exploiter un fonds de commerce ne constitue pas un vice d'une particulière gravité. Donc, dans les faits, une collectivité peut très bien, dans une convention d'occupation de domaine public, exclure cette possibilité d'exploiter un fonds de commerce alors que même que c'est prévu par les dispositions du CG3P. La décision suivante concerne l'hypothèse d'un déclassement. Tout à l'heure, on a vu le déclassement du domaine privé vers le domaine public. Là, on va s'attarder à la domanialité privée. Il s'agit de l'hypothèse d'un bien, en l'occurrence affecté à l'habitation, donc d'un logement, qui avant appartenait au domaine public et qui, par la suite d'un déclassement, va retomber dans le domaine privé. On sait bien que ce domaine public ne peut être conclu que des conventions d'occupation administrative et non pas des baux, et par conséquent, la loi très protectrice des locataires, la loi du 6 juillet 1989, ne s'applique pas sur les conventions d'occupation, même de logement, qui sont conclues sur le domaine public. Mais qu'en est-il lorsque ce logement est transféré du domaine public au domaine privé? Est-ce que cette loi vient s'appliquer? Eh bien, le Conseil d'État, la Cour de cassation, pardon, parce qu'il s'agit sinon de la compétence du judiciaire, donc c'est la Cour de cassation qui rend cette décision, dans cette décision du 6 juillet 2022, va considérer que la convention qui a été conclue, convention d'occupation du domaine public concernant un logement, concernant ce logement qui va être donc du coup classé dans le domaine privé, ipso facto, ce déclassement va conduire à l'application des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989. Il va le faire dès lors qu'il n'y a pas de circonstances particulières qui existaient lors de la conclusion de la convention qui pourraient faire obstacle à l'application de cette loi du 6 juillet 1989. Donc, déclassement du logement, domaine public, domaine privé, ipso facto, application de la loi du 6 juillet 89, alors même que le contrat ne visait pas ces dispositions. Et dans la mesure où ces dispositions d'ordre public, ils sont au-dessus des dispositions du contrat, ils viennent s'appliquer alors même que le contrat prévoyait par exemple une occupation précaire. Donc, application automatique de la loi du 6 juillet 1989 sur les logements qui sont déclassés. Et c'est une solution assez remarquable dans la mesure où, cette solution ne s'applique pas dans le domaine des locaux commerciaux, puisque là, une jurisprudence constante du Conseil d'État avait considéré que pour le cas d'un local commercial qui est sur le domaine public et qui bascule ensuite sur le domaine privé, il n'y a pas une application automatique du statut des baux commerciaux sur la nouvelle convention. On garde la convention qui a été conclue initialement, convention d'occupation du domaine public, sur ce domaine privé. Si on veut appliquer le statut des baux commerciaux, il faut une convention particulière, une nouvelle convention qui vise expressément ce statut protecteur des baux commerciaux. Pour terminer, cet arrêt fondamental, extrêmement important, récent, du Conseil d'État du 2 décembre 2022, concernant l'occupation, les titres d'occupation sur le domaine privé. Vous le savez, concernant le domaine public, concernant les titres d'occupation sur le domaine public, il y a une obligation de publicité et de mise en concurrence qui a été introduite dans notre droit par l'ordonnance de 2017 et qui constitue en fait une transposition d'une directive de 2006, ceci à la suite d'un arrêt de la Cour de justice européenne de 2016 qui est cité ici sur cette diapositive. Et une des grandes questions qui nous taraudait, c'est de savoir si cette obligation de publicité et de mise en concurrence doit-elle s'appliquer même de façon dégradée pour les titres qui sont octroyés sur le domaine privé. Il y avait un certain flou parce que en droit européen, on ne connaît pas cette distinction entre domaine public et domaine privé. Effectivement, l'ordonnance de 2017 visait exclusivement les titres d'occupation sur le domaine public à vocation économique pour exercer une activité économique et excluait en creux
le domaine privé. Mais au regard du droit européen, il n'y avait pas cette distinction-là, donc il y avait une interrogation pour savoir s'il ne fallait pas appliquer quand même, mettre en place un semblant de publicité mise en concurrence pour les titres qu'on octroyait sur le domaine privé, notamment dans l'hypothèse où on était en face de biens immobiliers qui étaient convoités d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, on a eu 3 réponses ministérielles d'affilée, elles sont citées ici, 2019, 2020 et 2020, aussi 30 janvier 2020 et 10 septembre 2020, qui ont répondu par l'affirmative en disant il faut appliquer le principe de transparence, même pour les titres qui sont accordés sur le domaine privé, alors même que l'ordonnance de 2017 ne prévoit pas cette obligation de publicité et mise en concurrence. Et le Conseil d'État vient trancher très nettement par cette décision du 2 décembre 2022 et il exclut de façon très nette cette obligation de publicité de mise en concurrence pour les baux qui portent sur des biens appartenant à leur domaine privé, dès lors qu'ils ne constituent pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice au sens de la directive. Donc ça, c'est une décision extrêmement importante et qui est bienvenue face au flou dans lequel nous étions jusqu'à présent. Je vous remercie. Je passe la parole à Laurent Siégeour. Bonjour à tous. Voilà, donc écoutez, je vais vous dire quelques mots sur la commande publique, l'actualité de la commande publique en 2022, qui, sans nul doute, a été marquée une nouvelle fois par cette crise en fait qu'on rencontre les acteurs de la commande publique en matière de flambée des prix. Voilà, une crise, en fait, j'allais dire le droit de la commande publique aujourd'hui, malheureusement, commence à être habitué aux situations de crise. Il y a 2 ans, en 2020, on avait eu la crise du Covid qui avait entraîné déjà des perturbations en matière d'application du droit de la commande publique. Et 2 ans après, en fait, aujourd'hui, on est rattrapé par des nouvelles difficultés. Alors, ces difficultés aujourd'hui se traduisent en fait par un renchérissement du coût des matières premières qui évidemment impacte les co-contractants, les pouvoirs adjudicateurs, parmi lesquels évidemment les collectivités locales. Et l'actualité de 2022, ça a été marqué notamment par quelque chose d'assez remarquable, des concessionnaires, par exemple, notamment la société Vermarine, ça a été assez retentissant dans la presse, qui ont décidé purement et simplement d'arrêter d'exécuter leur contrat en considérant que les charges d'exploitation de piscines étaient trop chères compte tenu du coût de l'énergie. Donc, on peut passer à la slide suivante. Face à cette situation de crise, le droit de la commande publique a dû s'adapter une nouvelle fois. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de loi particulière, il n'y a pas eu de législation d'exception comme ça a été le cas en matière de Covid. On a simplement eu en fait quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire l'édiction d'abord de premières circulaires qui se fondaient sur l'application de la théorie de l'imprévision, pour essayer de faire face à cette flambée des prix. Et puis comme ça ne suffisait pas, en fait, le Conseil d'État, une fois n'est pas coutume, a été saisi en fait finalement un peu avec un rôle de sage pour venir trancher des questions. Et donc l'actualité de 2022, voilà, moi j'ai décidé de traiter en fait de ce sujet, de cette portée de l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022 qui est venu tenter d'apporter des solutions à cette crise liée à la flambée des prix. Alors l'avis du Conseil d'État, on va le commenter un peu plus largement dans quelques minutes, avec la possibilité de modifier le contrat, notamment les modifications sages financières, le recours à la théorie de l'imprévision. Je dirais simplement que cet avis du Conseil d'État, c'est évidemment, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que d'abord, bon, évidemment, c'est quand même un guide de référence, on va en parler, mais il y a aussi en fait aujourd'hui d'autres textes qui viennent préciser en fait en réalité la réglementation applicable. On a des circulaires, en fait, une circulaire du 29 septembre 2022 qui a été prise par l'État pour pouvoir expliquer comment mettre en œuvre cet avis du Conseil d'État. On a aussi une fiche de la DAJ du 21 septembre qui a été adoptée, qui est très intéressante sur le plan pratique en disant comment quels documents on doit demander de la part des opérateurs économiques pour mettre en œuvre les différentes théories. Et on a preuve que c'est toujours l'actualité, une circulaire du 30 novembre 2022 qui a été prise pour régler en fait la question de la hausse des prix en matière d'achat de matières premières pour les cantines, la restauration collective, évidemment un sujet qui intéresse au premier plan les collectivités locales. On peut passer en fait à la slide suivante. Merci. Voilà. Et alors, ce que je voulais quand même dire d'abord dans ces propos par rapport à l'avis du Conseil d'État, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte finalement que tout le monde s'est concentré sur l'avis du Conseil d'État, mais pour faire face à cette flambée des prix,
il y a en fait en réalité des solutions qui sont autres que celles qui sont préconisées par le Conseil d'État, et il y a autre chose que la théorie de l'imprévision et la modification sèche des clauses du contrat, modification sèche des clauses financières. En réalité, en fait, cette flambée des prix, elle, à mon avis, elle a un mérite, en fait, c'est de rappeler aujourd'hui que dans un contexte de crise, les opérateurs économiques et les collectivités locales doivent anticiper en fait ces situations de crise, doivent prévoir dans leur contrat des dispositions qui permettront éventuellement d'avoir une certaine robustesse face aux difficultés économiques que pourront rencontrer les opérateurs économiques. Je le dirais en un mot, j'ai été très frappé il y a quelques années quand je rédigeais des contrats ou quand je voyais des contrats qui étaient rédigés. Parfois, certains de mes confrères, et sans leur jeter la pierre, ne mettaient rien sur la théorie de l'imprévision, sur la théorie de la force majeure, en disant en fait que finalement, d'abord la jurisprudence administrative réglait ces sujets, mais et que par ailleurs, finalement, on se disait que le monde de la commande publique était à l'abri de tous les tourments et de toutes les tempêtes. Le mérite de ces crises, c'est de rappeler finalement que quand on a un acheteur, il y a une phase qui est extrêmement importante, c'est la phase de définition préalable. J'en dirai pas plus ce matin, mais voilà, en fin de matinée, mais la vraie réalité, en fait, c'est que la réalité, il est nécessaire en fait chez les acheteurs de définir préalablement leurs besoins. Donc on oublie en fait que ça passe aussi par notamment la détermination de clauses financières, de clauses de réexamen et de clauses d'option. Et donc en fait, la prudence, c'est notamment de prévoir dans des contrats que lorsqu'il y a des matières premières qui sont utiles en fait pour l'exécution du contrat, comme le prévoit notamment le Code de la commande publique, l'article R21-12-13 du Code de la commande publique, eh ben, il est nécessaire en fait de prévoir des clauses de révision en fait dans les contrats. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais qui avaient parfois été oubliées par les acheteurs. De la même manière qu'on entendait parfois certaines collectivités locales ou acheteurs qui disaient qu'ils mettaient un terme fixe dans les formules de révision parce que ça permettait d'éviter que les opérateurs économiques finalement profitent et puissent avoir des révisions trop favorables. Et bien en fait aujourd'hui on voit que la doctrine ministérielle et l'État conseille en fait au pouvoir adjudicateur, aux entités adjudicatrices de ne plus prévoir de termes fixes. Voilà, l'idée c'est quand même de se dire qu'il y a certes l'avis du Conseil d'État, mais qu'il faut quand même anticiper dans vos contrats, prévoir s'il le faut des clauses d'option ou de réexamen, et toutes les circulaires ministérielles rappellent aujourd'hui ce point. Ça me paraissait important de le faire, même si le Conseil d'État évidemment ne traitait pas de ces sujets. On peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup Simon. Donc voilà, évidemment, l'apport majeur de cet avis du Conseil d'État et que tout le monde attendait, c'était de savoir si on pouvait apporter des modifications sèches aux clauses financières du contrat. Bon, je ne rappellerai pas à tout le monde que quand on concluait un marché public ou un contrat de concession, notamment un marché, on savait que le prix, c'était quelque chose de sacré. Le prix avait été souvent l'objet d'âpres conflits entre les opérateurs économiques pour gagner le contrat. Et une fois que le contrat a été attribué, finalement, il ne s'agissait pas de se dire qu'on pouvait modifier le contrat librement. Donc, il a fallu que le Conseil d'État rende son avis pour pouvoir admettre aujourd'hui, dans des conditions évidemment quand même très encadrées, la possibilité de modification sèche du contrat. Et donc, ce dont on parle évidemment, c'est de dire qu'une partie qui a prévu un prix de temps, un prix ferme, puisse éventuellement passer sur un prix révisable, que si la formule d'actualisation était, ou la formule de révision plutôt était une telle formule, est-ce qu'on pouvait la modifier ou pas? Donc le Conseil d'État est venu dire qu'on pouvait le faire dans des cas très précis et très particuliers. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a des choses, il y a une barrière qui est tombée, peut-être un tabou. Voilà, on peut aujourd'hui modifier les prix en matière de marché et modification sèche lorsque les conditions remplies par le Conseil d'État sont prévues. On peut inclure dans le contrat des clauses de révision si le contrat ne le prévoyait pas. On peut probablement passer d'un prix ferme à un prix révisable si le contrat ne le prévoyait pas. On peut aussi modifier la durée du contrat, évidemment, si jamais ça s'avère nécessaire pour pouvoir éventuellement apporter une compensation à l'opérateur économique. Alors, il y a quand même quelques limites, évidemment, à tout ça. Alors, et la première, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de ces clauses de révision, une des premières choses tout simple à faire, et le Conseil d'État et la doctrine ministérielle le rappellent, c'est qu'on peut aussi modifier simplement les conditions d'exécution du contrat. C'est-à-dire que tout le monde se focalise dans l'avis du Conseil d'État sur le prix, mais parfois, si un produit coûte et voit son prix augmenter ou bien n'existe plus, n'est pas disponible pendant un moment, on peut très bien aussi prévoir dans les parties de changer ce produit par un produit qui est moins cher, qui offre les mêmes performances. Et là aussi, c'est pareil, on doit pouvoir modifier en fait ces éléments pour répondre à des difficultés économiques particulières. Alors, les limites par rapport cependant à ces modifications des clauses financières, il y a d'abord en fait quand même le Conseil d'État nous rappelle qu'on doit pas, on doit quand même conserver le bon usage du deniers public. Et la deuxième chose, deuxième limite générale posée par le Conseil d'État, c'est qu'on ne doit pas modifier la nature globale du contrat du fait de ces modifications de prix ou de clauses de révision de prix notamment. Alors la particularité, évidemment, cette petite remarque, ça veut dire qu'on ne pourra pas transformer, par exemple, une concession en marché public. Et donc, si on a conclu une concession, il faudra tout de même se débrouiller pour que les modifications apportées aux conditions financières du contrat ne changent pas, en fait, ce qu'est le contrat.
Dans cette partie justement sur les modifications financières du contrat, le cadre dans lequel on peut s'inscrire, donc vous l'avez sur les slides, il y a deux possibilités aujourd'hui. Donc le Conseil d'État s'est fondé à la fois sur les circonstances imprévues, donc qui est un des cas de modification du contrat prévu par les directives communautaires, article R2194-5 et pour notamment les marchés publics. Alors ce texte, les circonstances imprévues, aujourd'hui, évidemment, il est mis à la lumière il est placé sous les projecteurs, donc les circonstances doivent être imprévisibles, la modification doit être nécessaire et la modification ne doit pas conduire à un renchérissement de plus de 50% du contrat. Alors, quelques petits mots, circonstances imprévisibles, par exemple, c'est que le texte, évidemment, est quand même assez strict d'application. Si aujourd'hui, vous concluez un contrat et vous voulez dire vous prévaloir de la circonstance imprévue, ça ne marchera pas parce qu'en fait, en réalité, tout le monde sait aujourd'hui qu'on est exposé à une flambée des prix. Et donc, en tout cas, ce premier cas de figure est un cas qui, évidemment, ne peut pas être interprété de manière très, très souple. Les modifications de faible montant, c'est le deuxième fondement qui est retenu par le Conseil d'État pour pouvoir modifier de manière sèche, c'est-à-dire les prix ou la durée du contrat. Là, évidemment, il y a quelques conditions qui sont posées aussi par les textes du Code de la commande publique, que vous connaissez tous. On a des seuils, 10% notamment en fait, lorsqu'on est sur des marchés de services ou de fourniture, 15% quand on est sur un marché de travaux et 10% pour les contrats de concession. Ce sont des seuils qui sont très, très évidemment, qu'il faut respecter. La petite particularité de différence entre les circonstances imprévues et les modifications de faible montant, c'est que pour les circonstances imprévues, en fait, on tient compte de chaque modification. Donc, on peut avoir plusieurs fois, on peut cumuler finalement, une première modification, on respecte le seuil de 50%. On a une deuxième modification éventuelle, on doit respecter encore le seuil de 50%, et ça ne se cumule pas. Alors que pour les modifications de faible montant, si jamais vous en faites plusieurs, vous devez en fait ajouter tout ça. La particularité par rapport aux modifications de faible montant, c'est pareil, le Conseil d'État a quand même été très prudent dans son avis en indiquant que ce n'est pas finalement la clause où on pouvait faire tout ce qu'on veut comme on veut. Dans les deux cas, évidemment, il faut que les modifications soient justifiées par les circonstances et c'est extrêmement important. Je voudrais insister là-dessus aujourd'hui. L'avis du Conseil d'État qui a été rendu, ce n'est pas la porte ouverte à tous les abus, à toutes les possibilités de demande de modification par les opérateurs économiques et inversement pour les collectivités locales. Ce n'est pas la porte ouverte à accepter tout ce qui est demandé par les opérateurs économiques. Voilà, c'est quelque chose de très très strict et voilà. On peut passer à la slide suivante. La deuxième faculté qui a été posée par le Conseil d'État pour pouvoir faire face à cette flambée des prix et qui d'ailleurs, je le dis tout de suite, est cumulative, qui peut se cumuler avec les modifications contractuelles, c'est la mise en jeu de la théorie de l'imprévision. Je serai extrêmement bref sur cette slide puisque la théorie de l'imprévision, tout le monde en a entendu parler avec l'épidémie de Covid. Et donc, tout le monde aujourd'hui connaît les conditions de la théorie de l'imprévision avec le fait que l'événement doit être extérieur au parti, imprévisible et doit bouleverser temporairement l'équilibre du contrat. Ce que je dirais simplement, quelques petits points d'attention pour les collectivités locales. Le Conseil d'État rappelle en fait qu'on doit apprécier le bouleversement par période d'imprévision et donc il ne s'agit pas de faire une appréciation sur la durée du contrat. Vous ne pouvez pas dire à un opérateur économique qu'il a gagné plein d'argent avant et que comme il a gagné plein d'argent, vous n'allez rien lui payer si les circonstances de l'imprévision sont remplies. En réalité, vous allez devoir vous référer à la période d'imprévision et donc même si votre opérateur vous paraît gagner beaucoup d'argent, vous allez quand même devoir l'indemniser. Cette théorie de l'imprévision fait référence à ce qu'on appelle la période de référence. C'est la période pendant laquelle le prix limite qui correspond donc au niveau des charges extra-contractuelles qui avaient été, des charges contractuelles pardon, qui avaient été envisagées par les parties est dépassé. Donc là, évidemment, il peut y avoir des débats en pratique et évidemment, il s'agit d'être vigilant et pour les collectivités locales de ne pas accepter n'importe quoi. Cette théorie aussi, elle joue en fait de manière, j'allais dire supplétive, entre guillemets, dans le sens que finalement, elle ne vise à indemniser que les pertes subies. Il ne s'agit pas d'indemniser un manque à gagner d'un candidat, et on doit indemniser que la part de charge extra-contractuelle, enfin qu'une part en fait de l'indemnité du préjudice qui est subi, c'est-à-dire que dans cette théorie d'imprévision pour les collectivités locales, vous n'aurez pas à payer 100% des pertes qui sont réclamées par l'entreprise. La doctrine ministérielle évoque un seuil entre 5 et 25%. Évidemment, voilà. En tout cas, il y aura une part qui restera évidemment à l'opérateur économique. La petite particularité sur cette théorie de l'imprévision, je fais juste une petite remarque. Le Conseil d'État a l'air d'ouvrir en fait les vannes en disant qu'on peut y recourir, il n'y a pas de limite de 50% comme en matière de circonstances imprévues. La petite difficulté, c'est qu'en fait, si vous bénéficiez de l'indemnité d'imprévision de manière contractuelle, c'est souvent par voie d'un avenant ou d'un document contractuel, enfin, ou en tout cas peut-être une transaction. Et la Cour de justice de l'Union européenne était venue dire qu'une transaction relevait des règles de la commande publique. Donc voilà, c'est peut-être être prudent sur ce sujet. On peut passer à la slide suivante, Simon. Voilà, pour terminer, voilà, pour être rapide, voilà, c'est en pratique, voilà, ce que je vous conseille de faire quand on est une collectivité, c'est de ne pas finalement prendre pour argent comptant ce qui vous est demandé. Il faut apprécier évidemment toutes les demandes qui sont formulées par les opérateurs économiques.
Il faut s'assurer de la pertinence des justificatifs qui sont fournis et là-dessus, notamment la fiche technique qui a été établie par l'État est très précise sur ce qu'on peut demander aux candidats. Et si jamais la demande paraît fondée, en revanche, il n'y a pas de raison de refuser parce qu'un candidat ou enfin plutôt un opérateur économique à qui vous ne versez pas d'indemnité d'imprévision ou bien à qui vous refusez une modification à laquelle il a droit, il y a un risque en fait qu'il dépose le bilan et qu'il ne puisse plus exécuter le contrat. Et là, la situation serait pire finalement que celle de verser l'indemnisation à laquelle il a droit ou la modification à laquelle il pourrait avoir droit. Je terminerai juste sur un mot sur cet avis du Conseil d'État. Voilà, je terminerai juste sur un mot, voilà, merci Simon. C'est de dire voilà, qu'il s'agit bien évidemment en cas de doute de ne pas payer parce qu'évidemment si jamais on conclut des avenants qui sont irréguliers, ça peut relever du pénal et donc évidemment la prudence doit être de mise. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors, on va terminer cette actualité 2022 avec quelques actualités en matière de ressources humaines, donc de droit de la fonction publique. Alors, j'ai sélectionné quelques textes pour commencer. On ne pouvait pas effectivement évoquer l'actualité 2022 sans évoquer l'entrée en vigueur en mars du Code général de la fonction publique. Donc, à ce jour, ce code, on a uniquement la partie législative, c'est-à-dire que les lois statutaires, et notamment pour les collectivités, la loi du 26 janvier 84 et du 13 juillet 83, qui sont codifiées désormais dans un code général. Donc, il faut s'approprier ces nouvelles dispositions, mais c'est une codification à quasi droit constant, donc ça ne change pas le fond des règles, mais c'est vraiment le support effectivement qui est modifié. Deuxième texte, le décret du 11 mars 2022, important également, vous aviez auparavant deux instances en matière médicale qui pouvaient être consultées sur les décisions que vous prenez vis-à-vis de vos agents, donc le comité médical et la commission de réforme. Ce décret fusionne ces deux instances et crée désormais un conseil médical. On a ce conseil médical qui reprend aujourd'hui les compétences et les attributions du comité médical et de la commission de réforme dans deux formations différentes. On a le comité médical en formation restreinte et le comité médical en formation plénière qui font office désormais de commission de réforme et de comité médical. Troisième texte qui est pour moi un texte assez important, le décret du 12 août 2022 qui modifie sur plusieurs points le décret de 88 sur les agents contractuels. Donc il y a tout un tas de dispositions du décret de 88 qui sont modifiées. J'ai sélectionné trois séries de dispositions qui me paraissaient être les plus intéressantes. Premièrement, on a dans le décret de 88 un article 5 qui fixe les règles d'attribution des congés annuels des agents contractuels et qui prévoyait déjà la possibilité, dans certaines hypothèses, de verser aux agents contractuels une indemnité compensatrice quand, à la fin de leur contrat, ils n'avaient pas bénéficié de l'intégralité de leur congé annuel. Donc, ce décret du 12 août 2022 vient modifier ces règles en étendant un peu plus le champ, les cas dans lesquels les agents peuvent bénéficier d'une indemnité compensatrice de congé annuel. Une simple précision sur ce point-là. Aujourd'hui, on a une discordance entre les textes qui prévoient certains droits et la jurisprudence. Pour faire simple, pour les fonctionnaires, on a le décret de 85 sur les congés annuels qui prévoit expressément qu'aucune indemnité compensatrice ne peut leur être versée. Pour les contractuels, on a justement ce décret de 88 qui prévoit les conditions dans lesquelles on peut verser l'indemnité compensatrice, qui ont été un peu étendues par le décret du 12 août 2022, mais sachez que ces dispositions-là ne sont pas encore ne respecte pas la jurisprudence puisque le juge administratif sous l'influence du juge communautaire prévoit des règles plus favorables aux agents sur le versement des indemnités compensatrices. Et du coup, sur ce point-là, mon conseil, lorsque vos agents vous saisissent pour le versement d'une indemnité compensatrice parce qu'ils n'ont pas bénéficié de façon effective de tout leur congé annuel, il ne faut pas vous fier uniquement au texte, mais il faut vraiment aller rechercher dans la jurisprudence quels sont les droits des agents parce que les textes sont encore très en retard sur la jurisprudence. Sur ce point-là, on a publié avec la Gazette des communes il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, un article qui fait le point sur ce sujet. Donc, je vous invite à vous reporter à cet article-là si vous avez cette question qui vous est posée par des agents. Deuxième série de règles qui sont inscrites au décret de 88 par le décret du 12 août 2022, c'est sur la suspension pour faute grave, en cas de faute grave commise par un agent contractuel. Jusqu'à l'apparition de ce décret du 12 août 2022, on n'avait pas de texte réglementaire ou législatif qui permettait aux collectivités de suspendre pour faute grave les agents contractuels. Néanmoins, le juge s'inspirait fortement des règles prévues pour les fonctionnaires pour permettre aux collectivités de suspendre leurs agents contractuels en cas de faute grave. Donc désormais, le décret de 88 a été modifié pour inscrire les règles en matière de suspension. Donc, en gros, c'est la transposition des règles applicables aux fonctionnaires aux agents contractuels. Ça modifie quand même du coup le régime applicable aux contractuels parce que une des particularités, c'est qu'auparavant, quand la suspension se fondait uniquement sur les règles prévues par la jurisprudence, on ne pouvait pas maintenir la rémunération des agents contractuels suspendus. Et maintenant, le décret du 12 août 2022 fixe des règles
dans le décret de 88 qui prévoit la possibilité de suspendre pour faute grave les contractuels, et dans ce cadre-là, on maintient la rémunération des agents. Donc c'est quand même une avancée finalement pour les agents de pouvoir bénéficier de garanties lorsqu'ils sont suspendus de fonction. Troisième point, c'est des compléments apportés au régime disciplinaire des contractuels. Donc ça, je vous renverrai au texte, mais c'est l'ajout de certaines dispositions, notamment du délai de 3 ans d'engagement de la procédure à partir du moment où on a connaissance des faits fautifs. Donc c'est certaines modifications qui transposent aux agents contractuels des règles qui sont déjà applicables depuis très longtemps aux fonctionnaires. Alors, suite à ces textes, on va évoquer quelques jurisprudences assez rapidement. C'est des jurisprudences qui, vous le verrez, c'est pas des revirements complets de jurisprudence, c'est pas des principes, on va dire, les plus importants, mais je pense que c'est des points qui peuvent vous intéresser au quotidien dans la gestion de vos agents. Donc, la première jurisprudence, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment d'actualité pour le coup, c'est le fait de savoir quand vous attribuez des titres restaurants à vos agents et que certains de vos agents bénéficient de jours de télétravail, est-ce que vous leur maintenez ou non les titres restaurants? Donc, le Conseil d'État s'est prononcé au mois de juillet pour dire qu'effectivement, lorsque vous avez délibéré pour attribuer des titres restaurants dans le cadre de l'action sociale à vos agents, eh bien, ceux qui exercent leur fonction en télétravail vont continuer à bénéficier des titres restaurants pour les journées où ils sont en télétravail, dès lors qu'ils en auraient bénéficié s'ils n'étaient pas en télétravail et s'ils exerçaient leur fonction au sein des bureaux de la collectivité. Deuxième décision que j'évoque, sur le droit au reclassement. On sait que le droit au reclassement des agents publics lorsqu'ils sont inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions, c'est un droit qui est reconnu par le juge, qui a fait l'objet d'énormément de jurisprudence. C'est un principe général du droit qui est posé par le juge administratif, qui s'étend au fur et à mesure des années, des décisions qui sont rendues par le juge. Mais ici, la Cour administrative d'appel de Lyon, elle apporte une limite à ce droit au reclassement des agents inaptes en considérant que les agents stagiaires qui sont inaptes définitivement physiquement à l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas de droit au reclassement. La Cour de Lyon nous dit les fonctionnaires stagiaires sont dans une situation probatoire et provisoire. S'ils sont considérés comme inaptes définitivement physiquement à leurs fonctions, ils sont licenciés sans que la collectivité ait au préalable à rechercher une solution pour les reclasser. Autre jurisprudence sur l'obligation de loyauté en matière de procédure disciplinaire. Vous le savez que quand vous constatez qu'un agent a commis des fautes et que vous voulez le sanctionner, il vous appartient de démontrer, de prouver l'existence des faits fautifs. Le juge administratif est assez libéral en la matière puisqu'il considère que tout mode de preuve peut être utilisé par les collectivités pour apporter la preuve des faits fautifs sous une limite qui est de respecter l'obligation de loyauté qui vous incombe vis-à-vis de vos agents. Ici, c'est une illustration que nous donne la Cour administrative d'appel de Bordeaux de ce principe de loyauté de la preuve, en nous disant qu'effectivement, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, vous pouvez solliciter un détective privé pour qu'il puisse faire une enquête pour établir si oui ou non des agissements fautifs ont été commis. Ici, c'était sur des actes de vandalisme commis par des agents dans des déchetteries. La collectivité avait sollicité un détective privé qui avait fait une enquête et la Cour considère que ça ne méconnaît pas le principe de loyauté, dès lors notamment que les conditions dans lesquelles cette enquête est réalisée par le détective ne portent pas atteinte à la vie privée des agents. Donc voilà, c'est une illustration de ce principe de loyauté qui vous permet, qui fixe les limites du recours, notamment ici un détective privé pour établir les faits fautifs. Dernière jurisprudence sur un cas particulier qui est aussi intéressante parce qu'on a beaucoup de collectivités quand elles constatent des fautes commises par leurs agents qui ne vont pas engager de procédure disciplinaire et puis qui vont se dire dans un premier temps je vais faire un courrier à mon agent pour lui rappeler ses obligations. C'est des courriers qui portent différents intitulés, rappel à l'ordre par exemple, c'est souvent cette expression qui est utilisée où on rappelle à l'agent que tels agissements qu'il a commis sont fautifs et souvent on lui dit écoutez si vous réitérez je serai obligé d'engager une procédure disciplinaire. Les collectivités ont cette pratique qui est assez régulière et considèrent du coup que cette lettre peut être envoyée à l'agent, qu'il n'y a pas de difficulté. Sauf que les agents parfois considèrent que ces courriers-là constituent des sanctions, en tout cas des décisions contestables, vont devant le juge et sollicitent leur annulation. C'était le cas qui a été jugé par la Cour administrative d'appel de Douai dans sa décision du mois d'avril 2022, où on faisait un courrier à un agent pour lui faire tout un tas de reproches sur son attitude, et on lui indiquait d'une part que s'il réitérait son comportement, on pourrait le sanctionner, et d'autre part qu'on lui faisait parvenir par ce courrier un avertissement. Et ici, la Cour nous dit cette décision est en elle-même une sanction qui est annulée parce qu'effectivement la procédure n'avait pas été respectée. Et pour info, c'est souvent le cas aussi, même quand vous n'employez pas la notion d'avertissement, c'est souvent le cas quand vous faites un courrier à un agent en lui faisant des reproches et que ce courrier, vous le versez à son dossier individuel. Ça, il ne faut pas le faire parce que si vous le faites, si le juge conteste, si l'agent conteste, le juge va considérer que c'est une sanction et va l'annuler parce que vous n'aurez pas respecté la procédure. Donc voilà, sur les quelques jurisprudences sur des sujets isolés. Et puis, j'ai fait un petit focus un peu plus précis sur les décisions qui ont été rendues en matière de réglementation du temps de travail.
Alors, le texte n'est pas de 2022 parce que c'est la loi de 2019 qui avait imposé aux collectivités de respecter la durée légale annuelle de travail de 1607 heures, sauf que cette loi, la loi du 6 août 2019, donnait aux collectivités un certain délai pour délibérer, en tout cas pour les collectivités qui n'étaient pas aux 1607 heures, et les délibérations devaient mettre en place du coup des nouveaux régimes de temps de travail qui se conformaient à cette exigence-là et qui devaient entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2022. Ce qui fait que depuis le début de l'année, on a tout un tas de contentieux qui ont été initiés la plupart du temps par les services de contrôle de légalité, et notamment on a des procédures de référé qui sont intervenues depuis le début de l'année et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un peu une appréciation du contrôle opéré par le juge sur toutes ces délibérations qui interviennent pour que les collectivités se mettent en conformité. Donc, on a une décision du Conseil constitutionnel qui est intervenue parce qu'un certain nombre de collectivités qui s'étaient vues contester des délibérations ou même des refus de délibérer par les services de la préfecture avaient fait une QPC en soulignant le fait que pour eux, l'obligation de se conformer aux 1607 heures qui était prévue par la loi de 2019 méconnaissait le principe de libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a refusé de faire droit à la demande de QPC sur cette question-là en considérant que non, ce n'était pas une règle qui méconnaissait le principe de libre administration. Donc ça, c'est la première décision intéressante. Et ensuite, on a des décisions d'espèce qui nous apportent quand même quelques précisions également utiles. Donc la décision notamment de la CA de Paris du 26 avril 2022, dans cette affaire-là, donc justement la collectivité était assez réfractaire, n'avait pas voulu délibérer pour se conformer à la règle des 1607 heures. Et la préfecture, la contrôle de légalité, avait déféré le refus exprimé par la commune de délibérer, et la Cour de Paris nous dit que c'est un recours qui est recevable et que la préfecture donc peut solliciter l'annulation du refus, souvent implicite de la commune, de délibérer pour se mettre en conformité. Et puis ensuite, les deux autres décisions sont intéressantes parce que face à l'intervention de la loi de 2019, du coup, qui supprime la possibilité de mettre en place des régimes dérogatoires qui permettent pour toute la collectivité de fixer des durées de temps de travail en deçà des 1607 heures, les collectivités ont voulu s'engouffrer dans un autre dispositif qui est prévu par les lois statutaires qui permettent aux collectivités de tenir compte de suggestions particulières applicables, enfin, suggestions particulières pour certains postes liés à la nature des missions, notamment des agents, pour tenir compte de ces suggestions et du coup pour réduire la durée annuelle de temps de travail des agents en deçà des 1607 heures. Donc les collectivités qui étaient en deçà des 1607 heures et qui ont dû délibérer du fait de la loi de 2019, certaines se sont dit on va mettre en avant des suggestions particulières qui s'imposent à nos agents pour maintenir un régime de temps de travail qui soit inférieur aux 1607 heures. Et le juge administratif, comme on pouvait s'y attendre, fait un contrôle assez précis dans ce cas-là et a pu considérer que des collectivités, notamment, là c'est le premier arrêt de la SAD de novembre 2022, puis on a aussi la ville de Paris qui avait été en ce sens-là, des collectivités qui finalement vont réduire le temps de travail de l'ensemble de leurs agents en essayant de trouver des motifs qui feraient que tous leurs agents seraient face à des suggestions particulières qui justifieraient une réduction du temps de travail. Donc, pour la décision de la CA de Douai, on mettait en avant le fait que la commune était sur le territoire, un territoire qui abritait plusieurs sites Céveso, ce qui induisait certaines contraintes pour les agents. Dans la décision qui concernait la ville de Paris mettait en avant le fait que, voilà, à Paris, vous avez des contraintes de transport, de déplacement, qui induisent un stress certain pour les agents. Sauf, il y a peu de doutes à ce sujet, mais le juge administratif ici considère qu'on ne peut pas, sur la base de telles suggestions qui ne sont pas spécifiques et qui ne sont pas en lien avec la nature des missions qui sont confiées aux agents, on ne peut pas réduire le temps de travail de l'ensemble des agents de la collectivité. Et puis la dernière décision de la CA de Douai, c'est un peu la même chose. Ici, on avait quasiment l'intégralité des agents, 95% des agents qui voyaient leur temps de travail réduit du fait de suggestions. Et ici également, le juge fait une analyse un peu de toutes les justifications qui sont apportées par la collectivité pour considérer que ce n'est pas justifié et que chaque poste ne supporte pas les suggestions particulières qui étaient mises en avant par la collectivité pour réduire le temps de travail. Donc c'est vraiment pour les collectivités qui n'ont pas encore délibéré pour se conformer aux 1607 heures, prendre des précautions parce que effectivement le juge exerce un contrôle précis, l'objectif étant effectivement de se conformer à ce temps de travail annuel. Voilà, on a un peu débordé, mais assez dense, assez vaste. Voilà, je ne sais pas, je vous relaisse la main à la Gazette. Absolument. Écoutez, je remercie vraiment tous les collaborateurs du cabinet Adaltis
pour cet exposé à la fois qualitatif, complet, exhaustif. Vous avez abordé effectivement un certain nombre de sujets qui mériteraient pour chacun d'entre eux d'être plus creusés. Alors c'est vrai que du coup, on a eu des questions sur le volet, on va dire, environnemental en termes de jurisprudence 2022, mais là encore, c'est un sujet vaste et que nous tâcherons de traiter lors d'un prochain webinaire avec vous, car effectivement, il y a énormément d'actualités réglementaires au niveau environnement, que ce soit pour le domaine de la construction ou pour les collectivités, et notamment l'urbanisme, la politique de la ville, tout ce qui est transition énergétique. Donc, pas d'inquiétude, nous aborderons ces sujets. Encore merci à tous pour vos interventions respectives. Je vous rappelle que vous aurez d'ici quelques jours accès à un replay de cette intervention, ainsi qu'au support que le cabinet Adaltis nous a présenté aujourd'hui. À tous, un très bon appétit. Merci pour votre présence. Merci encore à tous les collaborateurs du cabinet et de très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux webinaires organisés par le département formation de la Gazette des communes. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir, merci.